Cet exercice s'intéresse à la synthèse de la mentone. Dans une première partie, des questions sur les formules des molécules. Dans une deuxième partie, des questions en rapport avec la synthèse, ainsi que sur la partie d'extraction. Et enfin, des questions sur l'analyse par spectroscopie infrarouge et le calcul d'un rendement. À partir de la formule semi-développée du menthol, on déduit sa formule topologique et on entoure le groupe hydroxyle caractéristique de la famille alcool. Pour en déduire la menthone, on sait que seul le groupe hydroxyle est transformé pour obtenir la menthone de la famille des cétones et donc un groupe hydroxyle qui est transformé en groupe carbonyle, caractéristique des cétones. Pour justifier que le menthol subit une oxydation, il faut montrer que le menthol participe à une demi-équation électronique où il cède des électrons. Écrivons cette demi-équation électronique où l'espèce conjuguée au menthol est la menthone. Ajustons cette demi-équation en respectant les conservations. Tout d'abord celle des éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, ensuite celle de l'oxygène en apportant de l'eau, puis celle de l'hydrogène en apportant des ions H+, lorsqu'on est en milieu acide, ce qui est le cas ici. Et enfin, assurer la conservation des charges électriques en apportant des électrons chargés négativement. Comptabilisons le carbone, 9 plus 1, soit 10 fois l'élément carbone à gauche, tout comme à droite. Le carbone est donc conservé. Une fois l'élément oxygène à gauche, tout comme à droite, l'oxygène est également conservé. Il y a 2 fois l'élément hydrogène en plus à gauche par rapport au membre de droite. On rajoute donc 2 ions H+ à droite. Et enfin, conservation de la charge électrique. Le membre de gauche est électriquement neutre. Il faut donc assurer l'électroneutralité du membre de droite en ajoutant 2 électrons pour compenser les 2 charges plus des ions H+. Le menthol cède donc des électrons, il subit donc une oxydation. Nous venons de mettre en évidence le couple oxydant-réducteur, l'oxydant étant la menthone et le réducteur le menthol. On s'intéresse ici à la synthèse qui est réalisée dans un montage à reflux qui correspond au montage B. Dans ce montage, le réfrigérant a pour rôle de condenser les vapeurs qui s'élèvent et donc éviter les pertes de matière. Et bien sûr, le ballon a pour rôle de contenir le mélange réactionnel. Pour identifier le réactif limitant de la synthèse, 2 méthodes possibles avec ou sans tableau d'avancement. On choisit ici de faire cette identification sans tableau d'avancement. On calcule dans un premier temps les quantités de matière initiales des 2 réactifs, les ions H+ étant en large excès. Commençons par celle du menthol, avec la formule petit n égale m sur grand M, la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol, les grammes se simplifiant, il reste mol moins 1 au dénominateur, ce qui revient à des mols au numérateur, qui est bien l'unité d'une quantité de matière. On fait l'application numérique et on trouve une quantité de 0,100 mol avec 3 chiffres significatifs. La quantité de matière initiale d'ion MnO4- est celle apportée par le volume grand V de la solution de concentration grand C. On utilise donc la formule petit n égale C fois V. La concentration des ions MnO4- est égale à 1 fois grand C d'après la stoichiométrie de la solution de permanganate de potassium, 1 étant le nombre stoichiométrique devant l'ion permanganate. Concentration molaire grand C en mol par litre, le volume doit être converti en litres. Les litres se simplifiant, il reste mol, l'unité d'une quantité de matière. On fait l'application numérique 10-3 pour la conversion des millilitres en litres, soit une quantité initiale d'ion permanganate de 0,1 mol avec un chiffre significatif tout comme 0,5. On compare non pas les quantités de matière mais les rapports, quantité de matière sur nombre stoichiométrique, 5 étant le nombre stoichiométrique du menthol et 2 le nombre stoichiométrique des ions MnO4-. Dans le cas où les 2 réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, 2 pour 5, ces 2 rapports sont égaux.
Or ici, c'est le rapport du menthol qui est plus petit que celui des ions MnO4-. Le menthol est donc le réactif limitant. La quantité de matière de menthone qui se forme est liée à celle de menthol consommé, qui est aussi la quantité initiale de menthol, car c'est le réactif limitant. Ce qui se traduit par l'égalité de ces rapports où au dénominateur figurent les nombres stoichiométriques de chacune des espèces. On en déduit que la quantité de matière de menthone formée est égale à celle de menthol introduite initialement, c'est-à-dire 0,100 mol. On en déduit la masse de menthone formée en multipliant la quantité de matière par la masse molaire, et l'application numérique donne une masse de menthone formée de 15,4 grammes. On s'intéresse dans cette question à l'étape d'extraction réalisée dans une ampoule à décanter. D'après l'énoncé, la phase inférieure est constituée de l'eau et la phase supérieure, la phase organique, contient le solvant extracteur et la menthone. Phase aqueuse dont on se débarrasse et phase organique qu'on récupère avec la menthone. On souhaite ici identifier le bon solvant extracteur de la menthone initialement contenu dans l'eau. Première condition, il faut que la menthone soit plus soluble dans ce solvant extracteur que dans l'eau. D'après le tableau, on voit que la menthone est beaucoup plus soluble dans le dichlorométhane, le cyclohexane et l'éthanol que dans l'eau où elle est non soluble. Les trois solvants, dichlorométhane, cyclohexane, éthanol, sont donc des candidats possibles. Or, la deuxième condition est que le solvant extracteur et l'eau doivent être non miscibles pour pouvoir effectuer leur séparation dans l'ampoule à décanter. Or, l'éthanol est miscible avec l'eau, il ne convient pas. Le dichlorométhane et le cyclohexane sont donc des candidats possibles car tous les deux non miscibles avec l'eau. Pour identifier le solvant extracteur utilisé ici, on exploite l'énoncé qui nous dit que la phase organique est surnageante, c'est-à-dire que le solvant extracteur est moins dense que l'eau. On compare alors les densités et c'est le cyclohexane qui est moins dense que l'eau. C'est donc le cyclohexane qui a été utilisé ici. L'objectif est maintenant de séparer la menthone du cyclohexane à l'aide d'une distillation qui correspond au montage A. Dans le ballon, on introduit le mélange des deux liquides à séparer, ici cyclohexane et menthone. On chauffe le mélange de ces deux liquides, il s'élève alors à un mélange gazeux des deux espèces chimiques. Ce mélange gazeux pénètre dans la colonne à distiller, et au fur et à mesure que ce mélange gazeux s'élève, la température diminuant, ce mélange gazeux se condense partiellement et parvient en haut de la colonne à distiller le composé le plus volatile, c'est-à-dire celui qui a la plus basse température d'ébullition. Ce composé le plus volatile se condense ensuite dans le réfrigérant et on le récupère à l'état liquide dans l'Erlenmeyer. Or ici, le composé le plus volatile est le cyclohexane. Sa température d'ébullition est de 81 degrés Celsius alors que celle de la menthone est de 209 degrés Celsius. C'est donc le cyclohexane qu'on récupère dans l'Erlenmeyer. La menthone est donc récupérée seule dans le ballon. On a ici le spectre infrarouge du distillat obtenu à l'issue de la distillation précédente et on souhaite savoir si ce spectre est compatible avec celui de la menthone qui est une cétone. On remarque dans ce spectre qu'il y a présence d'une absorption forte entre 1650 et 1730 cm-1, caractéristique de la double liaison CO d'une cétone justement. Ce spectre peut donc être celui de la menthone. Et enfin, dernière question avec le calcul du rendement de la synthèse. Rendement dont on rappelle la définition, c'est le rapport quantité de matière expérimentale de menthone sur la quantité théorique obtenue dans l'hypothèse où cette transformation est totale. En multipliant chacune des quantités de matière par la masse molaire de menthone, on montre que ce rendement est aussi un rapport de masse expérimentale sur la masse théorique. Ici, une masse expérimentale de 10,3 grammes et la masse théorique calculée dans une question précédente nous donne un rendement de 0,67 fois 100, soit 67%. Et donc un rendement inférieur à 100%. Première hypothèse,
cette transformation n'est pas totale, ou bien il y a eu des pertes lors des étapes d'extraction.